Bonjour à tous. Bienvenue à ce 73e congrès annuel du SMPS. Je suis ravi d'être face à des vrais gens. Ça fait 2 ans j'anime des webinaires, des plateaux télé. Et j'imagine que comme vous, vous êtes ravis comme moi, vous êtes ravis de vous retrouver dans une vraie salle, de pouvoir échanger. Je pense que la pause café de tout à l'heure, la première, a été longue. On essaiera d'en faire d'autres, peut-être en écourtant pour rattraper un peu le retard que l'on commence déjà à prendre. Je suis Damien Dubois, journaliste santé. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui. J'accueille aussi tous les participants sur YouTube. Je crois qu'on a une centaine sur YouTube. Donc on est à l'ère du phygital aujourd'hui, ce nouveau néologisme de l'été pour les événements hybrides entre les deux. Se réinventer ensemble, c'est une belle ambition, un beau programme. Ça pourrait être un programme pour les candidats aux élections présidentielles. Et avant que je vous déroule en quelques mots la journée, je demandais à Jérôme Goemine, président du SMPS, de venir nous dire quelques mots. Et peut-être pour vous lancer, je peux vous dire que comment se réinventer ensemble et avec le SMPS dans cette ère post-Covid, la crise que nous traversons encore un petit peu. J'imagine que c'est notamment les messages que vous allez nous faire passer. Merci. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. Chers grands témoins, chers Plantu, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les responsables médicaux, mesdames et messieurs les ingénieurs et cadres techniques, mesdames et messieurs les cadres et cadres supérieurs de santé, mesdames et messieurs les cadres administratifs, chers collègues, chers amis. C'est avec une grande émotion que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la 73e édition du congrès du syndicat des managers publics de santé. Votre présence importante à cette journée, plus de 400 inscrits, probablement plus de 200 personnes en présentiel aujourd'hui, qui vont arriver progressivement, mais vous êtes déjà quasiment 200 sur ce démarrage, manifestent un besoin de se retrouver, d'échanger et d'avancer ensemble entre managers de santé. Il peut difficilement en être autrement, chers collègues, après les 18 mois terribles que nous venons de traverser tous ensemble. La gestion de la crise Covid a mobilisé chacune de nos professions pour organiser et constamment réorganiser le système de santé au sein de nos établissements hospitaliers, sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Chacune de nos professions a répondu présente pour organiser des filières de soins entre la ville, l'hôpital et les établissements sociaux et médico-sociaux. Puis aussi pour créer et faire fonctionner des centres de vaccination sur l'ensemble du territoire. Centres de vaccination, vous le savez, reposant essentiellement sur du personnel de la fonction publique hospitalière que vous pilotez. Depuis le début de l'année, mes rencontres et mes échanges avec plusieurs centaines de collègues, plusieurs centaines d'entre vous, sur le terrain, dans nos régions, je peux citer par exemple le Centre Val-de-Loire, l'Occitanie, les Pays de la Loire la semaine dernière, m'ont montré à quel point ces 18 mois de mobilisation, de sueur, de sacrifice, peuvent laisser un goût amer à nombre d'entre nous. Malgré les applaudissements initiaux de nos concitoyens et malgré un investissement sans précédent, nos professions de managers de santé se sont successivement senties oubliées, méprisées, négligées, trahies et maintenant menacées. Oubliées quand l'effort collectif consenti pour faire tenir nos établissements et plus largement le système de santé semblait invisible, tant dans les médias que dans l'expression de l'État. Méprisées, ensuite, quand dans les groupes de travail sur la gouvernance hospitalière, le métier de directeur d'hôpital était souvent caricaturé, voire mis en cause, alors qu'au travers de cette caricature s'exprimait une défiance plus large contre les pouvoirs publics et les politiques publiques. Négligées, lorsque la revalorisation des cadres de santé et des directeurs des soins doivent faire l'objet d'âpres négociations, ou que celle des cadres administratifs, des ingénieurs, des cadres techniques et des responsables médicaux est au point mort. Trahi, quand sur l'autel de la décentralisation, il est proposé de transférer les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux aux départements, cloisonnant le service public hospitalier, alors même que la transversalité des prises en charge en est sa force, avant, pendant et après la crise Covid.
Et enfin, le plus grave, menacés. Quand l'application de l'obligation vaccinale dans nos établissements a conduit les extrémistes à insulter, diffamer, calomnier, voire proférer des menaces de mort contre nos professions en général, voire certains d'entre nous ad nominem. Chers collègues, le SNPS a été à vos côtés durant toutes ces séquences difficiles. Élus nationaux, élus régionaux, chargés de mission, et même les adhérents, je vous en remercie, vous vous êtes tous mobilisés pour la reconnaissance de nos métiers et de nos conditions d'exercice. Ainsi, le SNPS a rendu visibles nos métiers dans les médias, pour ne pas laisser la parole aux seuls vendeurs de polémiques. Concernant la gouvernance hospitalière, le SNPS a participé activement aux travaux tant pour la loi Rist que pour les ordonnances. Aux caricatures, aux discours poujadistes qu'on a pu entendre, aux oppositions stériles d'autres organisations, nous avons fait le choix, ensemble, de propositions concrètes, pragmatiques et constructives. Nous avons été écoutés, comme vous le savez, puisque les textes concernant la gouvernance hospitalière reprennent en grande partie nos propositions, nos amendements. Concernant les revalorisations salariales du Ségur de la santé, le SNPS s'est érigé contre les premières propositions de grille indignes sur les cadres de santé. Une pétition lancée par le SNPS avec l'ANSIM, l'association des cadres, a rassemblé 25 000 signatures en 2 semaines, soit 2 fois plus que le nombre de cadres de santé et cadres supérieurs en activité. Notre combat ensemble a permis d'obtenir un quasi-alignement des grilles des cadres et des cadres supérieurs de santé sur celles des cadres administratifs. Concernant les directeurs des soins, le SNPS s'est associé à l'Association française des directeurs des soins, l'AFDS, pour défendre, seul avec l'AFDS, depuis le premier jour des négociations, l'alignement sur les directeurs d'hôpitaux adjoints. Nous sommes heureux de constater que désormais, les autres organisations, d'abord opposées ou hésitantes tout au plus, nous ont rejoints pour cet objectif. Les négociations sont encore en cours. Le SNPS n'abandonnera jamais, même si nous savons que nous devons être constructifs dans l'intérêt de tous. Sur le projet de loi 4D, devenu 3DS, contrairement à d'autres, le SNPS s'est opposé dès le début au dépeçage du corps des D3S et leur transfert vers les départements. Contrairement à d'autres, le SNPS n'a pas négocié et ne négociera jamais le dépeçage du service public hospitalier. L'autonomie du SNPS est un atout pour défendre uniquement notre service public hospitalier. Le débat parlementaire est désormais circonscrit au seul directeur de la protection de l'enfance, et vous pouvez compter sur le SNPS pour se battre pour vos valeurs, pour nos valeurs et nos collègues. Enfin, le SNPS ne laissera pas passer les menaces contre nos professions. Aux côtés des collègues menacés en Outre-mer ou en métropole, et en contact régulier depuis plusieurs semaines avec le cabinet du ministre, que je remercie, le SNPS est la seule organisation à avoir déposé une plainte contre les propos inadmissibles proférés sur les réseaux sociaux contre les directeurs d'hôpitaux. Chers collègues, chers amis, toutes ces actions du SNPS ont été d'autant plus efficaces que nous sommes forts d'un programme statutaire clair pour chacune de nos catégories, communiqué depuis avril au ministère, Fonction publique et santé. Nous avons 4 axes dans ce programme statutaire que nous communiquerons plus largement dans les semaines et mois qui arrivent, même si nous l'avons déjà commencé, comme vous avez pu le constater. Notre premier axe, c'est l'alignement des rémunérations des cadres de santé, des cadres administratifs et des ingénieurs sur les cadres administratifs des autres fonctions publiques. Le service public et ses managers ne doivent plus être considérés comme un sous-service public. Notre deuxième axe, c'est l'alignement des rémunérations des directeurs des soins et des directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux sur celles des directeurs d'hôpitaux adjoints, pour qu'à responsabilité égale, nous ayons des rémunérations égales. Il faut aussi, sur ce sujet, enterrer définitivement les projets de fusion de métiers différents et complémentaires, qui est un miroir aux alouettes depuis plus d'une dizaine d'années, qui a conduit à l'immobilisme sur ces corps de directeurs, et qui maintenant conduisent même à envisager parfois leur suppression. À prôner l'absence de spécificité des corps, à prôner leur possible fusion, nous les conduisons tous à leur perte.
S'il n'y a plus de spécificité, il n'y a plus de raison d'être. Notre troisième axe, c'est la reconnaissance des autres responsabilités des directeurs d'hôpitaux, qui n'ont pas d'équivalent dans les autres fonctions publiques. Sortons du dogme de l'alignement sur les administrateurs civils, qui ont bien moins de responsabilités que nos professions. Notre quatrième axe statutaire, c'est la reconnaissance et l'accompagnement des responsables médicaux. Nos collègues ont besoin de formation, de temps dédié et d'indemnisation de leurs fonctions à hauteur de leur mission et de leurs responsabilités. Pourtant, chers collègues, ces 10 mois passés à vous représenter et cette crise Covid m'invite et m'incite à penser que le système de santé, tel qu'il est organisé ou régi actuellement, est à bout de souffle. Les arguments d'impossibilité juridique, sociale ou politique ne sont plus entendables. Avec une médecine qui évolue de plus en plus rapidement, des usagers souhaitant de plus en plus être acteurs du système et des professionnels nécessitant plus que jamais un travail en réseau, les adaptations à la marge ne conviennent plus. Il s'agit tous ensemble de penser autrement notre système de santé. D'ici la fin 2021, le SMPS complétera son livre blanc de propositions statutaires que je viens de rappeler, d'un volet relatif à des propositions d'évolution de notre système de santé. Ce livre blanc nous servira collectivement de base d'échange avec les partis républicains pour les élections nationales de 2022, puis pour les élections professionnelles à venir. Le fondement du programme du SMPS sera la défense et la préservation du service public hospitalier, accessible à tous, H24, 365 jours par an. La pandémie Covid a rappelé que les établissements publics, en accueillant la très grande majorité des patients Covid, sont indispensables aux soins de nos concitoyens. Et pourtant, ce service public hospitalier, vous le savez, est malmené sur beaucoup de territoires, perdant de plus en plus d'attractivité, d'activité ou de professionnels au profit d'autres établissements, notamment privés, ou pour des métiers en ville. Il faut donc repenser le financement du service public hospitalier, probablement sur une base populationnelle, comme le propose la Fédération hospitalière de France. Il faut probablement réduire encore davantage l'écart de rémunération entre les différents secteurs et surtout remettre la médecine de ville au centre des prises en charge non urgentes. Notre deuxième point d'attention sera la simplification du service public hospitalier. Nous ne pouvons plus accepter que la santé soit suradministrée. Nous ne pouvons plus accepter que l'hôpital reçoive chaque année plus de 200 questionnaires, circulaires ou instructions sur 240 jours ouvrés. Aucune administration n'est autant administrée. Nous ne pouvons plus accepter la rigidité des règles de la commande publique pour une organisation souple que doivent être les établissements hospitaliers, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Nous ne pouvons plus accepter l'absence de marge de manœuvre pour valoriser les collaborateurs les plus engagés. De manière générale, nos établissements nécessitent une plus grande agilité et moins de contraintes normatives. Enfin, le SMPS défendra la proximité et la territorialisation du système de santé. La coordination des établissements publics et privés avec la médecine de ville doit être accélérée. Sur les territoires de chaque GHT, l'association de tous les responsables pour travailler à un projet territorial de santé, déclinaison du projet régional de santé, est une opportunité à saisir collectivement dans la continuité des partenariats que nous avons construits toutes et tous pendant la crise Covid sur nos territoires. La démocratie sanitaire pourrait ainsi arrêter sur ces territoires les orientations stratégiques communes. Vous l'avez compris, à travers ce programme systémique que nous allons définir collectivement d'ici la fin de l'année, le SMPS s'ancre résolument dans la modernité, à travers la défense du service public, la défense de la simplification et la défense de la proximité. Cependant, chers amis, d'ici là, et même au-delà, n'attendons pas les textes. Provoquons le changement dans nos territoires, dans nos établissements. La loi et le règlement nous permettent des espaces de liberté. Saisissons-les au maximum pour expérimenter, pour oser, pour inventer de nouvelles organisations et prises en charge au profit de nos patients et de nos résidents et de nos accompagnants et accompagnés. C'est de réussites de terrain, souvent inattendues, que l'État et nos parlementaires s'inspireront demain pour construire le système de santé de demain. Par nos métiers de manager de santé, nous pouvons améliorer le système de santé, le transformer, j'en ai la conviction,
avec nos collaborateurs, avec vous tous, nous portons au quotidien les valeurs de solidarité et de dépassement indispensables à chaque équipe. Celles-ci nous ont permis et nous permettent de déplacer des montagnes au quotidien. Regardez, nous avons affronté la pandémie tous ensemble. Utilisons cette même énergie pour penser et mettre en place le système de santé que nous souhaitons au profit de nos usagers. C'est cette même volonté de réussir ensemble pour le service public hospitalier qui nous anime tous au sein du SMPS. Dans tous nos travaux, nous veillons à utiliser tous nos talents, tous vos nombreux talents. Vous êtes le SMPS. Notre force, c'est notre réseau de terrain. Nous sommes la seule organisation, le SMPS, nous sommes la seule organisation syndicale de managers disposant d'élus régionaux. Continuez à animer des réunions locales, des congrès régionaux. Continuez à organiser ces réunions, ces moments de vie commune. Continuez à créer des sections cadres dans les établissements. Continuez à faire connaître nos propositions, nos projets, nos combats. Continuez à expliquer que le SMPS est la seule organisation syndicale autonome, apolitique, propre à la santé et représentant uniquement les managers de santé dans toute leur pluralité. Je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour poursuivre notre croissance. Le SMPS et son avenir, c'est vous. Je vous remercie pour votre confiance. Je remercie la délégation nationale, je pense à Mélissa Ramos, à Nora Benaïssa, à Dominique Mariol, à Philippe Bruyé. Je n'oublie pas d'associer aussi Karine Saït à travers Sandrine Degos pour l'organisation de cette journée. Je remercie d'avance tous les intervenants qui nous font confiance et qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont échanger avec nous. Merci infiniment. Je remercie encore notre grand témoin Plantu qui a croqué ces 18 mois de crise avec un œil avisé et très humaniste. Je vous en remercie. Merci pour l'honneur que vous nous faites en nous accompagnant tout au long de cette journée. Merci à tous. Bon congrès. Merci, Monsieur le Président. Le programme de politique générale du SMPS est posé. Le programme de la journée aussi, finalement. Comme quoi c'est bien fait, on a bien travaillé tous ensemble. Sans plus attendre, je vais appeler notre grand témoin, justement, vous venez d'en parler, Plantu, qui va nous présenter quelques-uns de ses dessins de ces 18 derniers mois et les commenter avec nous. Plantu, c'est à vous. Merci beaucoup et merci à tous pour votre accueil. Et oui, ça c'est mes dessins. Donc mon travail à moi de dessinateur de presse, c'est d'être une sorte d'éponge pour essayer d'essayer de comprendre. Là, je discutais avec des personnes qui s'occupent des patients, des directeurs d'hôpitaux. Avant-hier, j'étais à l'hôpital de Laon. J'étais avant à l'hôpital de Valenciennes, celui de Toulouse, celui de Strasbourg, de Dijon. Lundi prochain, je vais à l'hôpital de Saintes, à côté de Bordeaux. Et je prends des notes. C'est-à-dire que quand je pose des questions, comme un citoyen lambda, et en fait, les différents personnels hospitaliers me racontent des tas de choses qui, moi, me passionnent. Et donc, quand je suis passionné, au bout de mes doigts, il y a le crayon, j'ai toujours un crayon dans mes poches, et du coup, je dessine. Et du coup, vous voyez, par exemple, quand je dessine une petite Marianne, en fait, c'est une petite infirmière, parce qu'il y a une manière, quand je dessine une Marianne, je la fais comme ça, et puis, en fait, je m'aperçois que, sans le faire exprès, quand j'ai... Alors, une Marianne, évidemment, je la dessine la cocarde, je dessine le bonnet phrygien, tout ça, mais à la fois, quand... et puis, je la fais généreuse. Alors ça, c'est très important. Très généreuse, ça, c'est... Marianne, je l'aime. Et puis, quand j'aime pas, quand Marianne m'énerve, alors là, c'est le franchouillard, donc je fais un franchouillard qui gueule, donc je fais un gars comme ça. Là, le Français qui gueule, quand je suis pas content des Français, je le fais comme ça avec son béret, voilà, il gueule, il est pas content. Et quand j'aime la France, et en fait, je me suis rendu compte que quand je dessine une
une infirmière, une soignante. Je me dis, mais finalement, je dessine Marianne. Et en fait, ça s'est fait sans que je me dise, je vais dessiner une Marianne qui ressort. Non, ça se fait au bout des doigts, comme ça. Et c'est vraiment là où je m'aperçois que on fait des dessins, et puis après, ça nous échappe. Ou par exemple, quand je dessine Macron, comme ça, quand il y avait un moment, il disait il ne faut pas être plus de 6 à table. Du coup, je me dis, tiens, à table, la Seine, Léonard de Vinci. Voilà. Et donc, du coup, bon, voilà, j'essaye de traduire à ma manière ce que j'aime dans la vie sociale et la vie politique, parce que moi, je suis un passionné. Et quand je fais, par exemple, ce dessin-là, au tout début, on est en janvier 2020, et j'écoute beaucoup de musique, et je pensais au boléro de Ravel, et donc du coup, je me suis dit, mais c'est comme une armée qui va nous défendre. Au début, d'ailleurs, j'avais pas mis une Marianne, j'avais mis un gros monsieur, les yeux fermés, avec un gros ventre, parce qu'on nous disait que c'était surtout des... Voilà, bon. Et à la fin... J'ai fait une Marianne avec... Je me suis dit, mais non, c'est la France. Et donc, j'ai fait une Marianne avec les yeux fermés. Et je me suis dit, mais non, il faut que je fasse un dessin un peu positif. Donc, j'ai fait une Marianne avec les yeux ouverts. Vous voyez, c'est comme ça que se fait un dessin. Et tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui disait, non, je ne sais pas dessiner. C'est pas vrai. Vous savez tous dessiner, je vous le dis, parce que c'est tel... vous avez bien compris que je ne fais pas du Michel-Ange. Hein. Mais à la fois, il y a une manière de sentir... Par exemple, l'autre jour, j'étais dans un hôpital. J'ai vu c'est pas grand-chose, mais voilà, j'ai pris la photo. Oui, la tenue du gars qui... et encore, là, il n'y a pas ses portables. Mais en général, il a ça, il a le stéthoscope, 3 portables, et moi, ça me plaît. Parce que je dis, ah oui, mais ça, je vais le dessiner comme ça la prochaine fois. Et c'est comme ça que j'épouse un peu les manières de... Et puis, des fois, je peux faire aussi un truc, même drôle, si vous pouvez mettre le son. Au début, on était... un peu embêté parce qu'on disait des choses affreuses. Et puis, il y avait toujours les filles qui traduisaient. Bon. Et puis, alors aussi, mon boulot, c'est de défendre des dessinateurs du monde entier. J'ai créé une association qui s'appelle Cartooning for Peace. Et quand un dessinateur chinois en Chine prend la défense de ce fameux médecin de Wuhan qui avait osé dire qu'il se passait quelque chose à Wuhan, et d'ailleurs il a été emporté par la maladie, eh ben, nous on défend les dessinateurs qui ont la chance de pouvoir s'exprimer encore. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas compris qu'est-ce qui s'était passé en Chine. Et d'ailleurs, je vous le dis, pour vous parler de la liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression ? Jusqu'où on peut aller ? Et du coup, il y a en janvier, février 2020, j'ai fait ce dessin-là. Tous les matins, au Monde, j'ai arrêté de travailler avec Le Monde, je suis parti en retraite, et donc le 31 mars de cette année. Mais l'année dernière, j'ai proposé, comme tous les matins, à mes rédacteurs en chef, des dessins, parce que quand je fais mon dessin le matin jusqu'à 10h30, on boucle le journal à 10h30, j'aime bien qu'ils aient le choix. Et parmi les dessins, il y avait ce dessin-là avec le président chinois. On a foiré quelque part. Du coup, on parlait des pangolins, on parlait des chauves-souris. Mais certains disaient, ouais, mais à Wuhan, il y a peut-être un laboratoire. Voilà. Et avec une éprouvette, oups, j'ai fait tomber. Bon. Et je me suis dit, tiens, je vais proposer ça. Parce qu'on est, nous, citoyens, on se dit, bon, pour tout, on ne sait rien. Vous savez plus de choses que moi, mais moi, citoyen, en tout cas, je ne savais pas si ça venait du côté des pangolins, du côté des chauves-souris, du côté des laboratoires. Et en fait, c'est très intéressant parce que quand j'ai proposé ce dessin-là, il y a 1 an et demi, c'était qualifié comme détestable. Non, personne ne m'a dit la phrase, mais en fait, il ne passait jamais ce dessin. Et donc, et je l'ai remis 50 fois. Et à la fin, en décembre dernier, il a été publié. C'est pour vous dire que quand on croit à quelque chose et qu'on ne dit pas que... parce que moi, je ne suis toujours pas persuadé, je suis incapable, ça se trouve, c'est peut-être tout simplement le pangolin, j'en sais rien. Mais en tout cas, rien que de proposer une éventualité qui soit la 3e du côté d'un laboratoire, ça fait partie des choses que nous, on discute entre nous en disant on n'y connaît rien, mais après tout, on ne sait jamais. Voilà, ça, c'est mon boulot. Et puis, tiens, d'ailleurs, quand je fais des dessins sur la Chine,
un dessinateur de presse, et là, quand vous dites que des directeurs d'établissements hospitaliers sont menacés, alors les dessinateurs de presse, vous êtes bien au courant qu'on a des problèmes. Et donc, moi, quand je fais un dessin sur la Chine, je suis convoqué à l'ambassade de Chine, et donc, je me suis retrouvé avec le numéro 2 de l'ambassade, et en fait, ils m'ont dit, nous, on n'est pas très contents de ce que vous avez dessiné, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, oui, alors j'y suis allé. Alors j'ai dit à les gens de mon équipe, vous voulez venir avec moi? Non, vas-y tout seul. Bon. Donc je suis allé à l'ambassade. J'avais jamais mis les pieds à l'ambassade. Et puis je savais qu'ils étaient un peu remontés. Bon, j'arrive, on discute, sourire, tout ça, c'est la Chine. Hein. J'ai jamais rien compris à la Chine. Je vous le dis franchement, je suis sûr que c'est une culture extraordinaire, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et après, ils m'ont dit, on vous a préparé un repas. J'ai dit, bon, d'accord. Alors, c'était bon, hein, c'était très bon. Mais c'était même, si j'ai bien compris, c'était 4 étoiles. Hein, et donc, on a parlé de tout pendant 2 heures, sauf de mes dessins. Donc ça, c'est la Chine aussi, j'ai rien compris. Bon, je suis reparti, merci, au revoir, à bientôt. Je sais qu'ils n'ont pas aimé, mais c'est tout. Voilà. Et donc, mon boulot, là, c'est avec un photographe qui s'appelle Reza. On fait des expositions pour essayer de simplement, doucement, de raconter ce que nous avons tous vécu pendant cette crise, comment le Stade de France s'est organisé, comment il y a eu la première vaccinée. Vous voyez, par exemple, quand vous dites qu'il y a des gens qui sont menacés parce qu'ils ont dit que ce ne serait pas plus mal de se faire vacciner, eh bien, ils se ramassent quand même des injures, et plus que ça. Et moi-même, quand je fais un dessin comme ça, je me fais insulter. Hein, voilà. Ça, c'est classique. Voilà. Et puis, j'essaye de faire... parce que vous êtes aussi les porte-parole des soignants qui vous disent oui, mais non, attendez, il faut confiner, il ne faut pas que les gens aillent au théâtre. Et ça, je peux le comprendre. Hein, et à la fois, je me rends compte qu'on peut essayer de construire une conversation, mais calmement. Et du coup, le dessin peut être une manière de dire les choses. Et à la fois... ne pas oublier que ça c'est un dessin que j'ai fait il y a 5 ans, ce n'est pas parce qu'on est en grève que vous attendez, c'est parce que vous attendez qu'on est en grève. Et ça, j'aime bien poursuivre et accompagner des questionnements qui soient quelque chose qui bouscule, mais qui ne soit pas une insulte forcément. Parce qu'on peut, en dessin, hein, on peut faire des tas de choses. Je termine sur... j'ai encore 1 minute. Je termine encore sur... des dessins. Par exemple, pendant le premier confinement, il y a un violoncelliste qui s'appelle Gauthier de Capuçon qui m'a demandé, lui, il enregistrait pendant le confinement de la musique pour rendre hommage aux soignants. Et donc, il m'a demandé de faire un dessin pour l'album. Les gens qui applaudissaient, moi je me rends compte là quand je vais voir les soignants, ils disaient oui, il y avait un moment tous les jours à 8h, tout le monde nous applaudissait et à la fin, maintenant aujourd'hui, personne ne vient nous donner des croissants le matin. Il y avait des coiffeurs qui venaient nous coiffer. Bon voilà, c'est fini. Donc au moins les dessins que je fais dans les hôpitaux, ça c'est important. Vous voyez par exemple, que je vous ai montré un Français râleur. Bon, ça c'est le Français râleur. Quoi, c'est quoi, c'est retard, vous voulez me faire crever? Alors le gars, il arrive avec son voilà. Et puis à la fin, il dit, à moi, me faire vacciner plutôt crever. Bon, j'en ai parlé au sociologue, au médecin d'ailleurs, Brice Cyrulnik, et il m'a rappelé que dans les années en 1953, il avait un ami qui s'appelle le docteur Rebaud, et il fendait les antivax, on ne disait pas antivax à l'époque, en 1953, au moment de la diphtérie, il avait comme les gens de chez Nicolas, il avait des bouteilles de sérum et il traversait des foules qui manifestaient devant les hôpitaux, qui injuriaient les directeurs d'hôpitaux, je vous le dis en passant, et que c'était déjà comme ça en 1953. Et donc, lui, il allait pour sauver des enfants qui étaient atteints de la diphtérie. Et je termine, parce que j'ai vu que vous alliez parler du rôle des femmes et des hommes dans les hôpitaux. Alors je vous le dis parce que j'ai fait un dessin qui peut coller avec vous, et on va se terminer là-dessus. Tiens, ça c'est un dessin des années 50, je ne sais pas de qui il est, mais c'est comme ça qu'on représentait les infirmières, vous savez, le cliché de l'infirmière. Voilà, bon, ça fait partie de...
Et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est ça, non? Et puis, pour vous montrer que les choses n'ont pas changé, ça, j'ai fait un conseil d'administration. La femme est l'avenir, comme dit le poète, la femme est l'avenir de l'homme. Notez Brigitte, et puis elle est derrière. Et j'ai l'impression que ce soit ou dans un journal ou dans les administrations, c'est un peu pareil. Merci. Merci. Merci beaucoup Plantu. Oui, on vous donne ça tout de suite pour que vous puissiez le récupérer. Vous restez un petit peu avec nous, je crois, peut-être que la première session sur les territoires d'ailleurs pourra vous inspirer. Le programme de la journée est très riche, donc on va tout de suite passer à la session suivante pour essayer de gagner un petit peu de temps sur le retard pris au démarrage. Faire confiance au territoire, un vaste sujet qui pourrait mériter en lui-même, en lui seul, une journée entière. Et je vais vous proposer d'introduire cette journée par une interview de Valérie Pécresse que nous avons réalisée hier. Elle ne pouvait pas être présente avec nous. Et pendant le déroulé de cette vidéo, je vais inviter les participants à la table ronde à me rejoindre. Merci. En tant que présidente de région, comment avez-vous vécu la crise sanitaire? Quelle image gardez-vous du système de santé depuis le début de cette crise? Je retiens tout d'abord des longs mois que nous venons de traverser, l'énergie incroyable et la résilience de nos professionnels de santé, à tous les étages du système. Et je veux ici, une fois encore, vous rendre hommage, leur rendre hommage. Tout le monde a naturellement salué le rôle des soignants, mais je sais aussi le rôle que vous tous, managers de santé, avez joué dans cette crise et l'énergie qui a été la vôtre. Sans vous non plus, rien n'aurait été possible. Je retiens également la capacité d'adaptation fantastique qui a suivi le choc du premier confinement. Notre système de santé, qui est trop souvent cloisonné et éparpillé, s'est rassemblé. Et c'est ce chemin qu'il va nous falloir poursuivre ces prochaines années. Je retiens enfin la mobilisation au sein même de la région, qui a été transformée en véritable plateforme logistique pour être aux côtés des Franciliens et des soignants. Pendant cette crise, en effet, la région Île-de-France est intervenue en matière de santé plus que jamais avec 3 lignes directrices. D'abord, soutenir les professionnels de santé, avec un fonds d'urgence de 10 millions d'euros en faveur de la ville, avec une plateforme de soutien psychologique aux soignants, avec la rénovation de plus de 500 salles de repos dans les hôpitaux publics et privés. En outre, afin de renforcer les personnels soignants des hôpitaux publics et privés tout au long de cette crise, la région a mis en place une aide individuelle régionale exceptionnelle pour les étudiants en soins infirmiers et les aides-soignants. Au total, plus de 40 millions d'euros ont été consacrés à cette mesure. Ensuite, nous voulions promouvoir les innovations, notamment avec l'engagement de 10 millions d'euros pour créer près de 500 lits de réanimation modulaires au plus fort de la crise. Enfin, nous voulions protéger la population et permettre la continuité des soins. C'est pour ça que nous avons importé plus de 30 millions de masques, distribué du matériel de protection, organisé plus de 400 points de dépistage et de campagnes de vaccination auprès des publics ruraux, des publics précaires et des quartiers populaires. Pendant toute cette période, la réponse territoriale, la coopération entre tous les échelons ont permis à notre système de tenir. Ce rôle nouveau des territoires, à commencer par celui des régions, ces responsabilités nouvelles exercées, doivent désormais être reconnues institutionnellement par l'État et doivent être au cœur de l'évolution de notre système de santé. C'est ainsi que je propose que les régions puissent désormais présider les agences régionales de santé afin de permettre au quotidien cet indispensable travail conjoint entre l'État et les acteurs du territoire. Plutôt que d'être considérés comme des rivaux, ou pire, comme des supplétifs, les territoires devront être considérés comme des véritables partenaires de l'État. Pour l'heure, j'observe malheureusement que les signaux qui sont envoyés ne vont pas dans ce sens, tant la loi 3DS est peu ambitieuse et tant l'association pleine et entière des collectivités aux réponses de santé reste timide. Comment envisagez-vous le système de santé de demain? Quelles réformes vous semblent aujourd'hui prioritaires? La crise sanitaire et sociale est révélatrice des maux et des carences de notre système de santé. Et elle nous invite à le repenser en profondeur. La crise a tout d'abord une nouvelle fois montré l'importance des inégalités dans notre système de santé. Et je ne me résoudrai jamais à un système qui consomme plus de 200 milliards d'euros par an et qui est
aussi un système dans lequel un département comme la Seine-Saint-Denis connaît une surmortalité de plus de 70% pendant la première vague. Chacun doit avoir plus facilement accès à des soins de qualité en tout point du territoire, en temps normal comme en temps de crise. Et cela passe par un principe simple, la généralisation des coopérations. Jouons collectif. Par exemple, les cliniques sont des acteurs de santé à part entière, elles doivent s'engager dans les missions de service public en assumant aussi les contraintes. Ça exige également un rôle accru confié aux personnels paramédicaux dans tout le système de soins, et pas seulement à l'hôpital. À un système cloisonné et pyramidal doit succéder un système fondé sur la valeur ajoutée de chaque professionnel. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour confier plus de compétences aux paramédicaux, sous la responsabilité évidemment des médecins, ou en autonomie. Ça permettra de libérer du temps médical et de simplifier les parcours des patients. Dans un monde marqué par un poids croissant des maladies chroniques, le médecin doit devenir le coordonnateur des parcours, le chef d'orchestre des parcours. Et sa compétence doit de ce fait être mieux rémunérée. Je crois aussi à la possibilité de créer plus de passerelles pour toute une série de professionnels de santé expérimentés, ayant déjà accompli des études longues et poussées. Je crois beaucoup à la montée en compétences. Les carrières ne doivent plus être figées, les mobilités doivent être favorisées. Cela serait un formidable outil pour renforcer notre offre de soins, mais aussi pour motiver de nombreux professionnels de santé. Nous devons également réinventer l'hôpital, en le simplifiant et en lui faisant réellement confiance. Il nous faut tout d'abord dénormer l'hôpital. Beaucoup trop de textes corsettent le fonctionnement des services et des professionnels, dans le public comme dans le privé. La simplification des organisations, la débureaucratisation et la réhumanisation, parce que c'est ça le corollaire, c'est ça le but. La réhumanisation de l'hôpital doivent permettre une action plus efficace en santé. La revalorisation des carrières doit ensuite se poursuivre. Il faut que nous soyons capables de mieux rémunérer ceux qui s'investissent le plus. Pour rendre ces objectifs possibles, nos modes de financement de la santé doivent se diversifier davantage pour s'adapter aux différentes situations de soins. Le financement au forfait pour la coordination et la structuration d'une activité sur le moyen et long terme. Le financement à l'activité pour les soins ponctuels ou épisodiques qui demeurent majoritaires au sein de notre système. Et enfin, le financement à la qualité, pour s'assurer de la coordination des différentes parties du système et du bon usage de la responsabilité par chacun. Je rajouterai également un point qui me semble fondamental, celui de l'innovation, qui doit irriguer le système de santé. L'épidémie a démontré l'accélération de la recherche en santé dans le monde d'aujourd'hui, avec la mise au point en quelques mois, au lieu de 10 ans, de vaccins à ARN messager très efficaces et sûrs. Nos industries de santé, du médicament, de l'équipement médical ou des dispositifs médicaux sont une source majeure de création d'emplois et de progrès. Ces industries sont aussi, on l'a vu, un élément clé de notre souveraineté et de notre indépendance nationale. Nous avons déjà des fleurons dans ces domaines, mais nous devons créer plus de champions nationaux dans les 5 prochaines années. Et les coopérations publiques-privées dans l'industrie de santé doivent se généraliser et les CHU doivent devenir encore plus qu'aujourd'hui de véritables écosystèmes de l'innovation. Alors l'épidémie a été aussi un formidable accélérateur de la santé numérique. Nous avons gagné 10 ans en 1 an. Il faut capitaliser là-dessus et généraliser la téléconsultation, le télésoin, la téléprotection. Là encore, nous devons créer des champions français de santé numérique et arrêter d'être naïfs en confiant aux GAFAM la gestion de nos données de santé. Quel message souhaitez-vous aujourd'hui adresser aux managers publics de santé ? D'abord, je souhaite les remercier pour l'engagement sans faille dont ils font preuve chaque jour dans l'exercice de leur mission. Ces dernières années, les hôpitaux ont eu à faire face à de profonds bouleversements dans leur organisation, leur financement, leur mission. Je veux leur dire que l'ouverture, la coopération, l'engagement au service de leur territoire est plus que jamais essentiel. Le rôle de manager des responsables hospitaliers est en effet central afin de faire vivre les coopérations, ouvrir l'hôpital à la ville, décloisonner, créer des liens avec les industries de santé, les acteurs du numérique. L'heure est venue pour nos hôpitaux d'exercer une véritable responsabilité territoriale, associant ville, hôpital, monde médico-social, public comme privé, mais aussi acteurs industriels.
aux oppositions et aux fractures d'hier, fondées sur les statuts des uns et des autres. Privilégions demain de nouvelles alliances, fondées sur les coopérations, où seul l'accomplissement de la mission de service public compte. Ce sont ces alliances qui permettront de répondre aux besoins de santé, de lutter aussi contre les inégalités de santé, et enfin d'agir pour la souveraineté de la France. Je veux également dire aux managers de santé que leur rôle est crucial dans la valorisation des carrières des personnels de santé et dans leur fidélisation. Je sais que le défi humain est sans doute le plus fondamental pour notre système de soins et je souhaite un vent de simplification, de responsabilisation et de confiance qui souffle sur l'hôpital. Il est temps de vous redonner à vous, managers de santé, mais aussi médecins et soignants, la capacité de décider au plus près du terrain, d'adapter vos organisations, d'expérimenter, de définir vous-même les meilleurs moyens de répondre à votre mission au service de la population. Alors oui, que vive ce principe de confiance. Les mêmes mots pourraient être repris à l'identique concernant la démocratie sanitaire qui, reconnaissons-le, a beaucoup souffert pendant cette crise. Votre responsabilité en tant que manager de santé est là encore importante pour donner un véritable espace à la démocratie sanitaire, recréer des espaces de dialogue, de doute, de réflexion et ne plus revivre la situation des derniers mois. Enfin, je n'ignore pas les difficultés auxquelles les managers de santé font face en ce moment même. Je sais les menaces, les insultes dont ils sont parfois l'objet de la part d'une minorité agissante. Je veux dire avec force que je condamne totalement ces attaques qui sont inadmissibles et doivent faire systématiquement l'objet de poursuites judiciaires immédiates. Vous exercez l'une des plus belles missions de la République et vous avez droit au respect et à la considération. Sachez que nous sommes tous avec vous, que je suis avec vous et que je ne laisserai jamais rien passer qui affaiblisse votre mission et l'hôpital. Disponible pour cette interview. Cette interview qui nous donne d'ailleurs quelques pistes de discussion. Comme nous sommes nombreux dans cette discussion, je vous présenterai au fur et à mesure et de toute façon, les noms sont marqués sur l'écran. Je vais demander du coup à Stéphane Guivin, Floriane Rivière et Jeanne Cornouaille de venir me rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît, tous les trois. Et pendant ce temps-là, j'excuse Annie Vidal qui, pour des raisons d'urgence parlementaire, n'a pas pu être présente avec nous. Et j'appelle Bernard Pancher. Est-ce que Bernard Pancher est avec nous en ligne? Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Meuse du mouvement radical, président du groupe Liberté et Territoire. Vous êtes actuellement dans votre circonscription, dans une foire, je crois. Vous n'y voyez aucun lien avec le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Merci de vous être mis à l'écart pour pouvoir intervenir. Si je reprends simplement les mots de la session, fait-on assez confiance au territoire et comment améliorer la situation? Vous venez d'écouter sans doute l'intervention de Valérie Pécresse. Vous avez peut-être aussi des réactions directement à ce qu'elle vient de nous dire. D'abord, je trouve vraiment très, très intéressant que vous ayez placé votre congrès sur la place des territoires. Les territoires doivent être non seulement complètement associés à l'évolution du système de santé, mais doivent être complètement partie prenante. Plus les sujets sont compliqués, plus il faut les faire partager avec celles et ceux qui sont concernés, et notamment les acteurs du territoire. Moi, j'observe quand même qu'on est face à un vaste défi en ce qui concerne notre système de santé, qui est celui d'opérer un vaste mouvement de décentralisation du système de santé de notre pays. J'observe d'ailleurs que la crise sanitaire a réellement pointé les grandes difficultés et la lourdeur de nos interventions, notamment, et Valérie Pécresse l'a très très bien expliqué il y a quelques instants, en mettant le doigt sur l'agilité des collectivités territoriales. Nous disposons réellement d'un système de soins dans notre pays qui est particulièrement performant avec des professionnels de grande qualité. Et c'est aussi pour moi l'occasion de saluer l'engagement des directeurs d'hôpitaux que j'ai vu si actifs pendant la crise. Mais si nous ne réfléchissons pas sur une évolution quand même très très forte de notre système de gouvernance, je pense que les mêmes causes produiront
permanence les mêmes effets, nous serons face à ces lourdeurs et cette difficulté de faire évoluer comme nous devrions le faire notre système de santé. En tout cas, ce sont les préconisations que je fais, vous l'exprimez au nom d'ailleurs des collègues de mon groupe parlementaire, que nous porterons d'ailleurs dans la loi de décentralisation, si la loi de décentralisation passe au Parlement, puisque nous avons maintenant de plus en plus de doutes que ce soit le cas, en tout cas, que ça soit au moins ouvert pendant le débat présidentiel. Je pense que nos échanges avec vous aujourd'hui sont l'occasion de tester ces pistes et je crois que c'est vraiment le moment de réfléchir sur une évolution un peu plus globale de notre système de santé. Tout à fait. Donc la décentralisation, c'est votre message, un petit peu le même message que Valérie Pécresse nous a passé. Oui, mais si vous permettez, moi j'ai bien entendu Valérie Pécresse, je partage avec elle son souhait de faire en sorte que les ARS, l'Agence régionale de santé, soient présidées par les présidents de région, mais elle le sait très bien, si nous n'effectuons pas réellement un transfert de ce personnel auprès des régions, les présidents continueront à présider. On a d'ailleurs l'habitude de présider. Moi, j'ai longtemps présidé à l'époque un conseil d'administration de l'hôpital qui est maintenant devenu un conseil de surveillance, puis très rapidement rendu compte que c'est évidemment pas le président qui prenait des décisions. Alors je ne suis pas évidemment pour renforcer en permanence dans tous les sens les pouvoirs des élus territoriaux, mais enfin quand même, j'observe que le système de santé est décentralisé dans tous les pays qui nous entourent en Europe. C'est pas sans raison si Angela Merkel est beaucoup plus populaire que Emmanuel Macron. C'est pas parce que c'est simplement parce que dans un pays comme l'Allemagne, toutes les décisions concernant la crise sanitaire ont été prises en permanence avec les présidents de région, avec des adaptations, des adaptations en permanence des moyens et des stratégies qui sont mises en place. Donc moi, je réclame une décentralisation des agences régionales de santé. Je réclame un transfert des budgets de la santé en direction des régions. C'est d'ailleurs très simple. Le Parlement vote chaque année les objectifs nationaux de dépenses de l'assurance maladie. Il suffit de faire en sorte que ces objectifs nationaux soient partagés entre les 12 ou 15 régions d'outre-mer, que ça fasse l'objet de débats avec les élus régionaux. Et je souhaite d'ailleurs également que les directeurs d'établissements de santé soient placés aussi sous la responsabilité des présidents de région. Et vous verrez que ces décisions seront prises avec davantage de concertation que c'est le cas actuellement avec les élus et avec les territoires. Vous savez, je vois bien les enjeux d'évolution de notre système de santé. Bien entendu qu'il faut des regroupements, bien entendu qu'il faut des rapprochements, mais tout ça se traduit par des évolutions de services, par des ouvertures et des fermetures de services. Sur le terrain, les sensibilités sont extrêmes, et si ces décisions ne sont pas comprises et ne sont pas réellement appropriées par l'ensemble des acteurs, eh bien, tout ça sera en permanence plus difficile. Et c'est un peu le débat que je voudrais ouvrir aujourd'hui devant les directeurs des établissements que vous êtes. Je pense que quand même, on a assisté ces dernières années non pas à davantage de souplesse territoriale, mais plutôt une recentralisation de nos décisions. Je pense que les ARS sont quand même une couche supplémentaire qu'on aurait pu s'éviter dans la gouvernance hospitalière. En tout cas, il faut vraiment avoir ce débat et je pense que c'est l'occasion peut-être, notamment de l'ouvrir aujourd'hui avec. Je reviendrai vers vous pour parler peut-être des textes de loi, des textes réglementaires qui vont assez loin ou pas. C'est vous qui nous le direz. Mais pour donner un peu la parole à la salle, Floriane Rivière, vous êtes adjointe au directeur du GHT Novo, Nord-Ouest Vexin Val d'Oise, et secrétaire régional Île-de-France du SMPS.
Vous avez peut-être déjà d'ailleurs un commentaire, une réaction sur les interventions des deux élus. Et après, on prendra l'exemple de votre territoire pour parler de la confiance en un territoire en prenant l'exemple d'Île-de-France. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Novo, j'ai acheté Novo donc, pour Nord-Ouest Vexin-Val d'Oise, ce qui déjà en soi est une identité de territoire. C'est vraiment là-dessus qu'on a souhaité construire ce GHT qui ne touche que 3 établissements, ce qui est aussi une particularité qui a aussi aidé à la construction de cette identité. Moi, ce que j'entends du coup dans les discours, c'est celui de la concertation avec les acteurs politiques du territoire, qui sont effectivement une composante fondamentale et à qui il est notre responsabilité de présenter vraiment une politique de santé de territoire et qui soit cohérente, qui soit au service évidemment de l'ensemble des patients, quel que soit le point du territoire dans lequel on est susceptible d'agir. C'est un discours, voilà, nous qu'on a vraiment essayé de porter, c'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait dans le cadre du GHT sur la réorganisation des activités, on l'a construit sur un paradigme qui est que quel que soit le point d'entrée du patient dans les établissements du GHT Novo, qu'il entre du coup par le biais des urgences de Pontoise, par une consultation programmée d'un établissement du Vexin, on a souhaité justement construire une organisation qu'il soit soigné du coup selon les mêmes protocoles, par les mêmes équipes médicales et avec du coup la même rigueur et la même constance dans la prise en charge. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose auquel on est particulièrement sensible. La communication doit se poursuivre et elle est évidemment pas simple parce que les enjeux sont parfois différents, voire opposés. Il faut quand même se le dire. Mais c'est effectivement quelque chose auquel on est particulièrement sensibilisé. Tout à fait. Et quels sont les outils à déployer, les facteurs de succès, en prenant notamment l'exemple de ce que vous avez pu développer sur votre territoire? Alors du coup, donc nous sur le GHT, donc moi la période dont je vous parle, c'est la période de 2016 à nos jours, alors avec effectivement une parenthèse Covid non négligeable. C'est un GHT qui a déjà un historique, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de rien. Il y avait déjà une communauté hospitalière de territoire et une habitude de fonctionnement de certaines équipes médicales. Donc effectivement sur cette base-là, on est parti effectivement de certaines habitudes de fonctionnement pour vraiment créer un ensemble territorial. Donc l'une des opportunités, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas ça a été une opportunité qu'on a saisie comme telle, la mise en place du GHT a coïncidé avec la mise en place d'une direction commune entre les 3 établissements. Et donc on en a fait un levier extrêmement fort du coup pour la construction d'un hôpital de territoire, donc, avec une politique médicale basée sur la construction de filières. On a orienté l'ensemble de la communauté médicale vers l'identification de filières de santé sur le territoire. Et on a du coup aidé du coup, cette construction territoriale en transversalisant l'intégralité du coup, des directions et en accompagnant du coup, l'équipe de direction sur un fonctionnement qui soit totalement territorialisé également. Et une direction, par exemple la direction achat logistique, s'occupe de l'ensemble du territoire et de l'intégralité du coup, des sites hospitaliers de la même façon, selon les mêmes procédures et avec les mêmes interlocuteurs. Donc ça, c'est la base de départ. Cet établissement de territoire, ces filières de soins, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit grâce à une intelligence managériale collective. C'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est l'un des leviers, et à mon avis le levier essentiel, indépendamment effectivement de la structure, de la direction commune, etc., qui facilite les choses. Le levier vraiment essentiel, ça a été l'identification d'équipes médicales de territoire, l'identification de leaders médicaux qui ont porté des projets de territoire. Sans leaders médicaux, et par leaders médicaux d'ailleurs, je pense qu'il faut parler plus largement du coup de leaders soignants, à notre sens, on n'aurait pas réussi à structurer du coup les filières comme on a pu le faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment identifier un porteur de projet médical et identifier aussi un secteur d'expression et de concertation
pour l'ensemble des équipes qui permettent de faire émerger du coup un projet de territoire. Un projet de territoire, c'est pas effectivement simplement se dire bon on va faire par exemple une réa de territoire. C'est effectivement des équipes qui doivent se parler, des équipes médicales, des équipes soignantes qui doivent pouvoir échanger pour pouvoir créer du coup un mode de fonctionnement qui permettent d'avoir une fluidité de fonctionnement et qui permettent du coup une prise en charge optimale des patients à tout instant. Le choix qu'on a fait, ça a été de faire remonter les organisations, c'est-à-dire que de laisser les équipes s'approprier leurs organisations et non pas nous imposer, c'est-à-dire qu'on a choisi nous de fixer un cadre, bien sûr, au niveau de l'équipe de direction. Par contre, effectivement, le projet d'organisation sur le territoire est un projet qui est remonté des équipes. Et même si effectivement le mode de concertation, aujourd'hui on a pas mal de retours d'expérience et on a pas mal de choses qui doivent identifier de sujets sur lesquels on doit évoluer, c'est vrai que ça a été un facteur de réussite extrêmement important. Et ce d'autant que de toute façon, le tempo médical et l'existence d'un projet médical préalable est une condition absolument nécessaire. À mon sens, il est impossible de toute façon d'aller plus vite que la musique. Si on veut que les choses fonctionnent correctement, on ne peut pas imposer une réorganisation si les équipes médicales ne s'en saisissent pas, parce que les écueils sont évidemment très nombreux et à chaque instant. Donc il faut une cohérence dans le discours, une cohérence dans la politique médicale qui est conduite. Et donc, à mon sens, c'est vraiment le levier fondamental, avec effectivement pour nous la souplesse qui a été celle de la direction commune et d'un GHT, malgré tout à taille, que je qualifierais de taille humaine, parce que c'est vrai que le fait que le nombre, sur 7 sites, le nombre d'établissements juridiques était restreint, ce qui facilitait grandement aussi la concertation. Voilà. Je précise d'ailleurs qu'après une première prise de parole de chacun, un micro pourra circuler dans la salle si vous avez des commentaires, des questions. Jeanne Cornaille, vous êtes déléguée nationale du groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, avec justement cette particularité par rapport à d'autres terrains d'être entre le sanitaire et le médico-social. Comment conjuguer les deux justement pour être dans une confiance totale, une efficacité? Et vous avez peut-être aussi des commentaires d'ailleurs sur les présentations précédentes. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Alors quelques mots en préambule sur le GEPSO. Donc effectivement, on regroupe aujourd'hui plus de 700 établissements publics dans le champ social et médico-social. Donc on couvre le champ du handicap et de la protection de l'enfance principalement. Donc nos adhérents sont effectivement des établissements de proximité et c'est vrai ce qui nous anime au GEPSO, c'est la réponse d'abord aux besoins et aux choix des personnes accompagnées et c'est pour ça que cette notion de territoire elle nous paraît aussi centrale au niveau de l'association, parce que c'est cette proximité-là qui permet justement une réponse la plus proche finalement des besoins et des choix des personnes qui sont accompagnées. Donc effectivement, cette réponse territoriale pour être au plus près, cette réponse personnalisée pour construire une réponse agile et évolutive aux besoins des personnes qui évoluent, et puis une réponse globale, effectivement, avec cette notion de coordination de services et d'offres pour permettre cette réponse-là aux besoins. Et du coup, ce qu'on défend, effectivement, c'est de sortir de cette logique finalement de public, de ne pas s'enfermer dans le handicap, de ne pas s'enfermer dans la protection de l'enfance, et de vraiment partir de ces besoins qui sont communs au public, des besoins en santé, des besoins en prévention, des besoins en insertion, des besoins en emploi, pour ensuite, à partir de là, construire une réponse qui soit la plus coordonnée et la plus efficiente possible. Et effectivement, au niveau du GEPSO, on est très attaché dans la façon dont les établissements vont répondre à mettre en place des réponses qui soient coordonnées entre le secteur social, médico-social et sanitaire, puisque, on le voit bien, les publics, finalement, vont avoir un parcours au sein de différents établissements et chargent après aux acteurs sociaux, médico-sociaux de faciliter ces parcours-là.
pour cela, ce qu'on défend, c'est du coup de pouvoir avoir des établissements véritablement de proximité pour être au plus près des besoins, puisque c'est ça qui permet, selon nous, une réelle adaptation finalement à ces besoins et de laisser aussi aux managers de santé une autonomie de gestion, une agilité qui leur permet de construire des réponses en lien avec les autres acteurs du territoire. Et cette notion de coordination interacteurs, elle est vraiment essentielle. Et elle est essentielle aussi au niveau des politiques publiques, sociales et médico-sociales qui sont mises en œuvre sur les territoires par les partenaires, les acteurs déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales. Et voilà, c'est selon nous par la mise en œuvre un vrai schéma territorial de santé qu'on arrive à penser des réponses vraiment ensemble, coordonnées. On l'a vu pendant la crise Covid, des instances de coordination qui sur certains territoires s'étaient jamais vues entre acteurs de l'État, collectivités territoriales, fédérations au niveau local, se sont mises en place très rapidement pour être en réactivité et répondre aux urgences du moment, et ça a vraiment très très bien fonctionné. Donc voilà, c'est des systèmes qui peuvent véritablement être efficients. Merci. Stéphane Guivin, merci d'avoir accepté de combler la place laissée par Anne Vidal. Vous n'êtes pas élu au même niveau, mais vous allez quand même pouvoir réagir intelligemment. Vous êtes vice-président du CMPS catégorie D3S. Vous avez bien écouté d'ailleurs les élus, les représentants du terrain. Quelle est la position et les propositions du CMPS? Et vous avez peut-être déjà une réaction aussi aux différentes interventions. Ma réaction, alors moi je me présente, bonjour à tout le monde. Donc Stéphane Guivin, donc je suis vice-président de la catégorie D3S depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui. Sur le terrain, je suis directeur délégué de la filière gériatrique du CHU de Rennes et également directeur délégué de 2 centres hospitaliers qui sont en direction commune avec le CHU de Rennes. La position, enfin ce qu'on peut dire par rapport aux différentes interventions, c'est que faire confiance au territoire, c'est vraiment nous laisser travailler ensemble, puisqu'on voit bien qu'on l'a vu là pendant la crise, c'est que le fait qu'on ait un peu fait sauter les normes, puisqu'il fallait aller vite, qu'il y avait le quoi qu'il en coûte, a permis d'avancer très vite sur un certain nombre de sujets. Comme l'a dit Madame Pécresse, c'est qu'il y a sur certains domaines, il y a des choses qui étaient bloquées depuis des années et qui ont complètement débloqué en quelques semaines. C'est vraiment d'arriver à travailler ensemble avec notamment les acteurs qu'on peut avoir sur un territoire, quel que soit leur statut, c'est-à-dire que ce soit les acteurs du domicile, les établissements sociaux et médico-sociaux, quel que soit leur statut, qu'ils soient publics, privés non lucratifs ou privés à but lucratif, et également les établissements sanitaires. Nos propositions, c'est pour les ESMS qui n'ont pas obligation aujourd'hui d'intégrer des groupements hospitaliers de territoire, c'est de maintenir le fait que ça ne soit toujours pas une obligation, mais plutôt être dans l'association avec les groupements hospitaliers de territoire, de façon à ce qu'on puisse créer ensemble des filières et des parcours. Parce que la difficulté, sinon, c'est qu'on risque d'avoir des ruptures dans les parcours. Et comme le disait Jeanne tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est tous les acteurs des parcours, que ça soit dès la naissance jusqu'au décès, et on intervient tous à différents niveaux, protection de l'enfance, les hôpitaux, les EHPAD, les foyers de vie et tout ce qui est la prise en charge des personnes handicapées. Donc c'est vraiment s'ouvrir aux autres, développer l'interconnaissance qu'on a pu avoir tout au long de la crise, parce que c'est vraiment parce qu'on a travaillé ensemble qu'on a réussi aussi à s'en sortir. Et c'est peut-être profiter par exemple sur les territoires comme moi je peux le connaître dans le pays de Brocéliande. Alors au-delà de la table ronde et de la magie qu'il peut y avoir dans la forêt de Brocéliande, c'est d'arriver à travailler sur le label hôpital de proximité, où on voit qu'on nous demande de travailler beaucoup avec les acteurs libéraux et les autres établissements. Moi j'essaye de porter ça au niveau de ce territoire, c'est que l'hôpital de proximité, alors les 2 hôpitaux que je dirige en direction déléguée fusionnent au 1er janvier, et on va rebondir pour faire un centre hospitalier territorial, alors à un autre niveau que ce qui peut exister
dans le Vexin, mais vraiment en associant tous les acteurs du territoire, parce qu'il y a un enjeu extrêmement important, notamment face au défi démographique qui nous attend, avec, on voit bien, une vague d'arrivée de personnes âgées aussi sur nos régions. À Rennes étant plus qu'à 1h30 de Paris, il y a une déferlante sur la région rennaise. Il s'agit de quels hôpitaux? Les deux hôpitaux? C'est Montfort-sur-Meux et Saint-Main-le-Grand. Alors ça ne parle pas à grand monde. Alors Saint-Main-le-Grand, c'est le lieu de naissance de Louison Bobet, qui a gagné 3 fois le Tour de France. Moi, ça me parle, ma femme est juste à côté. Merci à nos 4 chevaliers de la table ronde de ce matin. Pour lancer une petite discussion, justement, il semble y avoir un consensus sur les grandes lignes des constats et des besoins. Si je prends en termes réglementaires, les textes de loi en préparation, les textes de loi passés, qu'est-ce qui manque? Où est le trou dans la raquette? Comment aller un peu plus loin? La question s'adresse aussi à vous, monsieur le député, si vous êtes encore avec nous, pour que vous puissiez, les uns les autres, qui veut répondre en premier, qui a une première réaction. Et on peut préparer le micro aussi s'il y a des réactions dans la salle. Voilà, je vois où il est. Alors sur les outils aujourd'hui qui pourraient être perfectibles et qui pourraient nous permettre d'avancer, la problématique majeure aujourd'hui à laquelle on est confronté, et probablement comme à peu près tout le monde, c'est la question de l'investissement. C'est vrai que construire un hôpital de territoire, on va l'appeler comme ça, sans avoir effectivement une politique d'investissement majeure, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'entraîner des équipes dans des projets de médicaux de territoire et dans du changement, parce que ce qu'il y a derrière aussi cette construction de filière de territoire, c'est le changement des pratiques, voire le changement de lieu d'exercice pour certains. Donc il est inenvisageable aussi de ne pas offrir un confort en termes de qualité de travail qui ne soit pas à la hauteur des attentes. Donc c'est l'investissement, qui soit d'ailleurs qui soit bâtimentaire ou qui soit aussi en termes d'équipement. C'est-à-dire que faire travailler des hôpitaux en commun, c'est aussi constater que les politiques d'investissement ne sont pas les mêmes, que la situation des bâtiments n'est pas les mêmes. Enfin, vous avez évidemment du coup des historiques extrêmement différents entre chaque établissement. Donc la question de l'investissement, elle est importante. Et c'est vrai qu'il faut qu'on puisse avoir une vision territoriale de cet investissement et donc pouvoir disposer de tous les outils financiers pour ce faire. Donc la loi RIST nous aide déjà dans cette approche, mais à mon sens, il est extrêmement important d'harmoniser la politique financière et de confier à l'établissement support du territoire soit la capacité de faire un EPRD fusionné, soit je ne sais pas exactement quelle doit être la forme que ça doit prendre, mais je pense que c'est important d'avoir un seul pilote sur la politique financière, parce que c'est ce qui, forcément, du coup, permettra d'avoir aussi une politique d'investissement qui soit harmonisée. Donc ça, pour moi, c'est un outil majeur. Et à contrario, je pense que quelque chose qu'il faut conserver, même si c'est une complexité en termes de gestion, je pense que c'est fondamental de conserver, du coup, des conseils de surveillance, c'est-à-dire, du coup, une représentation des politiques locaux et des usagers qui restent en local et en proximité, c'est-à-dire qu'il faut maintenir le territoire ne doit pas s'exonérer de la proximité, c'est une évidence, et du coup ça va avec une représentation politique qui puisse aussi être maintenue sur les différents territoires. Voilà. Stéphane Guivin, je vous vois hocher de la tête. Je partage tout à fait ce qui a été dit. Effectivement, sur les investissements, parce qu'on a un retard assez conséquent quand même sur nos établissements. À titre d'exemple, sur la région Bretagne, pour le Ségur, le pilier 2, c'est 700 millions qui sont à se partager entre tous les établissements. L'ARS a demandé un recensement. On arrivait à l'ensemble des projets, il y en avait 160 sur toute la Bretagne, qui faisaient 1,5 milliard. Donc quand il va falloir... Alors, et il ne faudrait pas que ça soit non plus du saupoudrage qui se fasse derrière. Vaut mieux investir beaucoup plus sur certains projets, mais il faut connaître les priorités. Et le problème, c'est que l'état de vétusté des bâtiments est tel que tous les projets sont prioritaires. Ouais. Après, ce qu'il faudrait, c'est arriver à avoir des éléments de simplification aussi dans la gestion des ressources humaines, parce que vraiment, on a des difficultés sur le sujet. On n'a pas de levier et pas d'outils pour
pour essayer de... Alors, c'est un mot qui fait un peu... qui va faire un peu crisser les oreilles des autres organisations syndicales, c'est le mérite. On voit bien qu'on n'arrive pas à avoir des outils pour essayer de faire avancer, de faire émerger les professionnels qui s'investissent sur un certain nombre de projets qui sont importants. Après, sur la représentation des élus, effectivement, même si on voit qu'il y a des phénomènes de regroupement, il faut absolument qu'on arrive à maintenir en local, alors conseil de surveillance, ou on verra comment on peut les appeler, mais qui est toujours la possibilité pour les élus locaux, parce qu'ils sont extrêmement attachés aux établissements, on le voit bien, qui puissent toujours avoir une parole et que leur parole puisse continuer à porter, comme on l'a proposé dans les différents échanges sur les différents textes qui sont sortis récemment. C'était aussi de pouvoir créer un conseil territorial de santé où les élus départementaux, locaux et régionaux pourraient pouvoir travailler avec les acteurs de terrain sur les projets de santé territoriaux. Alors, à différents niveaux, ça peut être du territoire, départemental et régional. De toute façon, il faut qu'il y ait un maillage et que tout ça se décline de tout en haut jusqu'au plus proche et jusqu'à l'usager. Est-ce que Bertrand Pancher est encore avec nous? Oui. Je voulais réagir. D'abord, vraiment me féliciter qu'on pose, par le biais notamment de la crise sanitaire, on a vu réellement toute l'importance des territoires. Moi, je pense, réellement, j'insiste à nouveau, plus les réformes sont difficiles, plus elles doivent être de façon indispensable partagées avec l'ensemble des acteurs des territoires. Moi, je vois en permanence les évolutions des systèmes de santé. Vous bougez quoi que ce soit, vous avez tout le monde dans la rue. Vous associez pas les élus sont en première partie de cortège, et tout est bloqué. Je vois bien également les besoins particulièrement importants en termes de financement des infrastructures. Moi, j'étais très jeune conseiller départemental quand j'ai vu arriver la décentralisation des investissements dans les collèges et les lycées, c'est-à-dire des bâtiments qui étaient dans des états complètement déplorables et qui ont été, grâce aux lois de décentralisation, transférés aux collectivités. Les mêmes qui, à l'intérieur des établissements, s'opposaient à ces transferts en disant « mais ce n'est pas les élus qui sont en capacité de faire ça, plus personne maintenant ne reviendra en arrière, il suffit de voir quels ont été les investissements dans ces domaines ». Si vous voulez être agile, et on ne parle que d'agilité à travers ces débats, eh bien l'agilité, c'est réellement par la souplesse des moyens et par l'appropriation de ces moyens sur le plan local. J'insiste vraiment sur le fait, sur la nécessité vraiment complètement de se lâcher dans les questions de décentralisation, de régionalisation. On est, à ma connaissance, la seule démocratie dans le monde à avoir un système de santé qui reste aussi décentralisé. Faisons en sorte de régionaliser l'ONDAM, c'est-à-dire les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie. On les régionalise, on met ces enveloppes aux mains des présidents de région, on transfère le personnel des ARS de façon à ce qu'il soit le bras exécutant des régions, et vous allez voir que très très rapidement, les questions de planification des investissements vont quand même se régler de façon beaucoup plus rapide. On n'aura pas besoin d'attendre les arbitrages nationaux et les yo-yo sur les arbitrages nationaux. Moi, je me souviens encore les hésitations sur les financements, notamment du CHU, comme du CHU de Nancy, et tout ça va aller de façon beaucoup plus rapide. J'ajoute, et j'en termine là, je suis quand même très très frappé de constater qu'il n'y a pas les moyens pour faire en sorte que les établissements fonctionnent en termes d'attractivité. La question quand même de la rémunération des cadres, de la rémunération différenciée des médecins, c'est évident qu'il faut aborder ces questions-là, mais si on les aborde de façon centralisée, on ne s'en sortira jamais. J'ajoute également, si vous voulez faire en sorte que les projets territoriaux évoluent, eh bien, si on ne donne pas les établissements de moyens beaucoup plus lourds en termes de communication, notamment en termes de services en charge des concertations, eh bien, on aura
beaucoup plus de difficultés à le faire. Donc moi, c'est vraiment l'appel que je lance à travers ce bond, en tout cas ce changement d'échelle dans la lecture de nos relations entre la santé et les territoires. Anne Cornal, peut-être que vous avez aussi un complément par rapport à votre cible particulière du GEPSO. Oui, j'avais envie de réagir sur votre question, sur les leviers pour y arriver. Il me paraît important, effectivement, déjà de pouvoir reconnaître le rôle que jouent ces établissements sociaux et médico-sociaux au niveau local. On les entend pas beaucoup, je pense pas assez. Et pourtant, au quotidien, ils ont des vraies réponses à apporter sur des publics qu'on accueille qui sont parfois en très grande vulnérabilité, en très grande précarité. Et ça me semble important de pouvoir les valoriser davantage, de pouvoir valoriser aussi le rôle du service public dans cette animation d'une filière intégrée pour répondre à tous ces besoins et avoir vraiment un parcours qui soit inclusif. Et voilà, je pense que c'est important de valoriser ce service public social et médico-social, peut-être encore plus dans un contexte de fragilisation des publics les plus précaires. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez une question aux réactions. Là, monsieur devant. Oui, si vous voulez. Bon, d'accord. Oui, j'ai une question et quelques commentaires. Alors, la question, c'est pour écrire le projet. Ah oui, Michel Lepaul-Jouvin, je suis directeur d'hôpital honoraire. Investi aussi en matière de politique de santé. Voilà, je résume. Oui, donc la question c'est combien de temps pour élaborer le projet médical territorial, combien de temps pour élaborer le projet médical régional, combien de pages? Voilà, ça c'est ma première remarque. Enfin, ma première question, et dans le même temps, j'ai une remarque. Lors de l'Assemblée générale, je suis déjà intervenu sur cette question. J'ai de grands doutes quant au groupement hospitalier de territoire. Je suis convaincu, quant à moi, que sans autonomie des établissements, sans refonte totale du Code de la santé publique, qui est la caricature de la bureaucratie française, sans souplesse sur les recrutements, on ne s'en sortira jamais. Voilà, je m'arrête parce que sinon je serai intarissable. Merci, il faut qu'on essaye de ne pas trop perdre de temps. Les GHT, justement, vous êtes interpellés directement. Est-ce qu'ils ont fait leurs preuves ? Alors, sur la question, le GHT, c'est une réalité qui est de toute façon est plurielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement parler du GHT en tant que tel. Il y a une loi sur les GHT, il y a une dynamique. Après, de manière très simpliste, je veux dire, il y a GHT et GHT. L'enjeu, au-delà de cette appellation juridique, c'est le dynamisme managérial que vous arrivez à instaurer dans vos équipes hospitalières. Le projet territorial ne peut être qu'un projet dont les équipes médico-soignantes se saisissent, médico-soignantes et administratives d'ailleurs, se saisissent parce que c'est un projet, donc, alors combien de pages, je vais avoir du mal à vous répondre, par contre combien de temps, c'est 3 ans de travail acharné. C'est évidemment pas quelque chose qui se fait en un jour et en plus 3 ans de travail acharné parce que je m'arrête au Covid, mais évidemment c'est un travail qui n'est évidemment pas fini. C'est une dynamique qui est instaurée et c'est une vision du territoire. Une vision du territoire qui est portée dans un premier temps par les équipes hospitalières qui se restructurent et qui s'organisent aussi entre elles. Et après, c'est une vision qui est portée au-delà de l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parallèlement à tout ce travail, le président de CME de l'établissement de support est devenu de fait quasiment, j'allais dire, le président de CME du territoire hospitalier, mais c'est aussi lui qui porte la coordination avec la ville
Donc il y a, on appelle ça nous les 4 saisons parce que voilà, il y a une réunion par saison, mais il y a effectivement toute une démarche aussi d'aller vers la ville, de travail avec les CPTS, de travail effectivement avec l'intégralité des acteurs de santé du territoire, qui permet aussi vraiment de consolider cette vision. Le GHT, j'allais dire, n'est qu'une enveloppe juridique aussi dont on fait aussi au mieux. Alors après, il y a effectivement des textes à respecter. Mais je pense que l'enjeu, et c'est ce que portait Jérôme Goemine tout à l'heure, c'est-à-dire que notre enjeu aussi, il est d'avoir une idée de l'organisation adaptée à un territoire. Ce qui fonctionne du coup au niveau du GHT Novo avec un historique qui est le sien, ne fonctionnera pas dans un autre GHT parce que l'historique de fonctionnement n'est pas le même, parce que la vision des acteurs n'est pas la même. Ce qui est important, et je pense que ce qui est notre rôle, c'est de fédérer la vision qu'ont les acteurs de santé pour pouvoir avancer. Voilà. Merci. Alors, pour rattraper un peu le temps, on va prendre une dernière question, monsieur. Si possible, question courte, réponse courte. Bonjour, Bernard Nuiten, membre de l'IGAS et directeur d'hôpital pendant 4 décennies avant. Donc, 2, 3 remarques et questions, sous forme de questions. Je pense que la première question, c'est notre fonctionnement national qui pose problème. Quand on regarde toutes les missions d'audit sur notre ministère et autres, il n'y a aucune marge de manœuvre en ARS. Il faut être lucide. Et moi, je souhaiterais interpeller M. Bertrand Pancher, qui a eu des remarques tout à fait intéressantes. Le problème, c'est qu'une ARS, elle fait ce qu'elle peut. 90% des missions d'intérêt général et d'accompagnement contractuel sont calculées et valorisées par établissement au niveau national. Quelle est la marge de l'ARS? Très faible. Donc, il y a quand même un gros problème avant la décentralisation de déconcentration, qui est un problème important. Deuxième sujet, le statut de l'hôpital. Le statut de l'hôpital, jusqu'à la loi HPST, était un établissement public communal. Le grand changement, alors tout le monde s'est focalisé en 2009 sur le patron de l'hôpital, etc. Ça, c'était un peu du brouillard. La vraie question, c'est que l'hôpital est passé d'un établissement public communal à établissement public de l'État, ce qui change tout. La première réforme, pour moi, serait de rétablir le statut d'un établissement public à statut communal ou territorial. Ça me paraît déterminant. Et enfin, troisième remarque, sur les élus. Effectivement, c'est très important de travailler avec les élus, c'est fondamental. J'ai connu le système où le président du conseil d'administration avait tout pouvoir sur la nomination du directeur. Je connais maintenant le système où le pouvoir, quand on lit la prose toujours intéressante du SMPS sur les nominations, le caractère professionnel disparaît un peu. Il faudrait qu'on trouve quand même un système intermédiaire où on travaille très fortement avec les élus du territoire, mais où on garantisse la professionnalisation des directeurs d'hôpitaux. Ça me paraît fondamental, y compris dans un cadre régionalisé. Et ça m'intéresserait de connaître l'avis de notre député sur ce sujet. Monsieur le député, vous êtes directement interpellé. Je vous remercie vraiment pour la qualité de votre intervention. Les députés sont des généralistes de tout et des spécialistes de peu de choses. Et je pense que l'idée de commencer par réellement déconcentrer les moyens avant de décentraliser est évidemment une très bonne idée. Mais comme je me méfie comme de la peste d'un État qui passe son temps à reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre, c'est la raison pour laquelle moi je pense quand même que ça serait beaucoup plus simple de décentraliser réellement toutes les enveloppes et pour avoir un peu fait le tour du sujet avec les parlementaires spécialisés dans le cadre du budget, les uns et les autres me disent que c'est pas compliqué, il faut simplement mettre en place des enveloppes régionales de l'Ondam. Bon. Je pense également qu'on sera, à partir du moment où on fixe cette responsabilité aux régions, et notamment, je ne vois pas comment on s'échappera à l'idée, notamment, de permettre aux régions, enfin de confier aux régions les missions d'investir pour les hôpitaux, les centres de soins. Je ne vois pas comment on échappera également à l'idée de retrouver des ressources complémentaires. Et moi, je milite d'ailleurs pour aussi des autonomies fiscales, à nouveau des autonomies fiscales pour les collectivités. Je pense notamment à l'exploration d'une part de la CSG
aux régions, et notamment dans le cadre de cette compétence en matière de santé. Enfin, je pense que réellement, il y a besoin à nouveau de réfléchir sur le nouveau statut des établissements de soins. Peut-être aussi, et ça me paraît fondamental, également un statut sur les groupements hospitaliers. Hein. J'observe qu'il y a des groupements hospitaliers qui sont mis en place avec quand même beaucoup de bon sens, parce que tout ça n'a pas été fait n'importe comment. Mais bon, autant les élus ont une possibilité au minimum de s'exprimer dans les conseils de surveillance, autant ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans les groupements hospitaliers territoriaux. Alors, heureusement qu'on entretient des bonnes relations, ce qui est mon cas, avec un excellent directeur de groupement hospitalier, mais tout ça est évidemment pas naturel. Alors, en ce qui concerne la nomination, la direction pour les directeurs d'établissement, bon, je pense que ça peut pas être, et vous avez raison, sous la seule responsabilité de l'élu local et du maire. Moi, je pense que si il y avait cette tutelle sur le plan régional, bien on dégagerait évidemment tout ce qu'on a connu dans le passé, et ça me permettrait de trouver sans doute un bon équilibre. Mais évidemment, tout ça, ce sont que des grandes pistes qui nécessiteraient évidemment d'être approfondies et de discuter avec les acteurs que vous êtes, et qui sont encore mieux placés que nous pour contribuer aux évolutions de ce système de santé dans notre pays. Merci, M. Pancher. On va conclure cette session, je pense, à moins que vous ayez un mot de conclusion les uns ou les autres de 30 secondes. Sinon, on conclut cette session très riche, et je vous l'avais dit, on pourrait en parler pendant une journée entière. On va quand même faire une petite pause, hein, je pense. Je vous propose de la raccourcir un petit peu, de prendre 10 minutes de pause pour continuer à rattraper un petit peu le temps. Il est 11h20, qu'on se retrouve à 11h30 ici pour réenchanter le système de santé. Merci.